Bienvenue, 100% mesdames, messieurs, pour le plateau du jour, vous conduit au cœur de l'actualité à la Criette, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la fameuse cour qui, depuis, peut faire beaucoup parler d'elle. Lentement mais sûrement, le procès ICC Service, l'affaire de vaste escroquerie financière sans précédent au Bénin tire vers sa fin. La 30e journée du dit procès aura accouché le 4 février dernier des réquisitions du procureur spécial Gilbert Torbono contre les mises en cause. Comme peine requise, ils encourent 12 à 5 ans d'emprisonnement avec des amendes allant de 150 millions à 5 millions de francs CFA. En attendant, bien entendu, le verdict final. L'audience aura singulièrement été ponctuée par l'annonce d'une poursuite judiciaire contre certaines personnalités politico-administratives, dont l'ancien président Thomas Boniaï et certains de ses anciens ministres devant les juridictions compétentes. Une action que mènera le ministère public après la clôture du dossier devant la Criette. Procès ICC Service au Bénin, quel épilogue pour le raffermissement de la justice, elle qui serait très mal en point. Mesdames, Messieurs, le débat est au menu de votre émission du jour. À ma gauche, Coleman Hugues Sosoupé, juriste publiciste, il est web chroniqueur, l'homme n'est pas à présenter. Coleman Hugues Sosoupé, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En face de lui, un éditorialiste, il n'est pas présenté non plus, il a nom, Médéric François Gongo, il est le directeur de publication et promoteur du quotidien béninois d'information et d'investigation Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et amis téléspectateurs et téléspectatrices de SICA, bonjour. Merci une fois encore pour la disponibilité. Affaire ICC Service. Deuxième test grandeur nature pour la très controversée juridiction d'exception, la Criette. Le retentissant procès dédié pour tir vers sa fin. Les réquisitions du procureur auront annoncer les couleurs et avec une pluie de réactions qui, pour certains, frise un peu le désenchantement. Pour d'autres, le bout du tunnel semble plus qu'heureux. Comment Hugues Sosoupé, tel le dossier a été annoncé, telle la fin semble y ressembler. Les regards sont en tout cas tournés vers la cour pour le verdict, mais en attendant, les réquisitions sont bien là. Merci, Joël Tondi, c'est bien ça. Et vous l'aurez remarqué avec nous depuis le début de ce procès, sans être dans la peau du juge, sans être le juge et sans être le procureur général de la Criette, nous avions fait cette réquisition déjà, comme quoi Boniaï sera à la fin accusé. Et peut-être on lancerait une procédure de poursuite à son encontre. C'est ce qu'on constate à la fin. Donc, comme je l'ai dit depuis toujours, c'est un procès spectacle, c'est une parodie de procès. Et donc, malheureusement, c'est l'image de ce beau pays, le Bénin, et qui en prend des coups avec la complicité des juristes pour qui nous avions beaucoup de respect. Et je pense que ce n'est pas tout qu'on fait lorsqu'on vous demande de les faire. Et je vais finir mes premiers propos en disant, Joël Tondi, que ce procès, pour ma part, c'est un procès d'opinion. Et l'opinion a été mobilisée et à travers les médias sociaux, à travers la presse écrite, à travers la télévision, à travers la radio, pour pouvoir manipuler les masses, pour coller un individu. Mais malheureusement, je pense que cet individu est encore en avance sur ceux qui voudraient le coller. Je parle sans être dans la peau d'un soutien quelconque à qui que ce soit, mais je dis ce que je remarque et ce que les Béninois remarquent également. Boniaï a quitté le pouvoir depuis le 6 avril 2016, mais malheureusement, Boniaï continue de contrôler le Bénin et d'intimider ceux qui sont venus au pouvoir après lui. Ça, c'est ma remarque. Oui, Médéric François Gongo, tous ont le regard très tourné vers la Criette, l'éditorialiste, de ceux qui suivent aussi, comme de l'air sur le feu, ceux qui s'y jouent. Beaucoup ont vu une Criette qui devra jouer davantage sa crédibilité à travers ce procès. En plus que quelques jours, et ce sera du passé pour ce dossier devant la Criette. Les fruits pour vous sont-ils en train de tenir la promesse des fleurs? Pas de surprise
pas de surprise. Le train annoncé est arrivé à l'heure. On savait déjà que cette juridiction d'exception, qui est aux allures du tribunal naziste, qui vouait aux gémonies à travers une propagande radiodiffusée, les communistes du moment, qui s'apparente un peu aux pratiques mussoliniennes et staliniennes, renvoie le Bénin à la période néandertalienne et nous amène à douter de l'effectivité de la démocratie, qui plus est de la justice. Du bien fondé de la Criette, nous allons bien parler, visiter l'accueil dont elle a fait l'objet tant au niveau des magistrats, des avocats, de la communauté internationale et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a ordonné la suspension de sa décision aux allures controversées sur la personne du président du patronat, Sébastien Adjavon. Dans le cas de figure... 18 kg de cocaïne. Pur, que l'on a vu même sans porter des loupes. Mais dans le cas du dossier actuel, est-ce que cela ne donne pas plus de crédibilité, vu la procédure, l'allure, et puis ce qui s'apparente désormais à la finalité? Plus de crédibilité à l'institution. La crédibilité se trouverait où? Puisque, pour ce que nous avons suivi du procès, à aucun moment, aucun des témoins, sauf ceux qui pouvaient avoir des raisons pour penser qu'ils ont été victimes de cette volonté de l'ancien président, on l'a suivi. Dans la voix de certains, c'était beaucoup plus de la rancune, de l'adversité, de la vengeance. Mais dans la voix des techniciens, c'était la réalité, la véracité des faits. Et à aucun moment, la culpabilité de l'ancien président n'a été établie. À aucun moment, on nous a démontré que ces structures ont eu d'agrément. Parce que, comment pensez-vous qu'un président de la République serait le parrain, le co-auteur ou un quelconque partenaire d'une structure qui n'avait pas en ce temps eu d'agrément? Comment peut-on demander à un président qui a eu à faire enfermer ses proches, ses parents, dans cette affaire, sous notre pic, où l'on sait comment ça se passe partout, comment peut-on aujourd'hui, alors que celui-là a fait tout ce qu'il pouvait faire pour qu'on rembourse dans une certaine mesure des spoliés, il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour la manifestation de la vérité, alors qu'à Côte d'Ivoire, avec le même phénomène, on a, oui, dit que le président, l'ancien président Gbagbo, avait demandé que les uns et les autres aillent se faire entendre et de régler leurs problèmes. Comment peut-on, dans une atmosphère d'absence totale d'un bilan, je ne dirais pas de réalisation du gouvernement, dans une ambiance de crise politique, de manquement économique sur tous les plans, de démission du gouvernement, comment peut-on accepter que l'on instaure une institution d'exception dans un régime démocratique en période de paix? Une institution qui statue en première et en dernière instance. Je ne suis pas un spécialiste du droit, mais je crois savoir qu'on n'y va pas pour avoir une justice des hommes ni de Dieu, mais on y va selon que l'on soit blanc ou noir, selon que l'on appartienne au pouvoir ou non, pour être blanchi ou pour être noirci. Mais Derrick François Ngogo, en son temps, le débat sera fait. On verra s'il est question de maintenir cette institution ou pas. Mais non, il reste le choix du législateur, la Criette. Mais pour le travail qui est en train d'être fait, pour rester collé à ce sujet, où il y a quand même on tend vers la prise d'une certaine décision, il y a une réquisition qui a été faite, vous avez suivi. Quelle lecture peut-on faire de l'orientation que ceci est en train de prendre? Quelle est la lecture qu'on peut faire de la finalité apparente que le procès est en train de prendre? Est-ce que cela ne donne pas finalement une certaine virginité à cette cour qui, comme vous le soulignez, a été très décriée au départ? Est-ce qu'il faut revenir encore vers les récriminations faites à cette institution? Vous savez,
pour apprécier le comportement actuel du gouvernement, nous devons interroger les réelles motivations de ce gouvernement, revisiter certains faits, propos, affirmations des responsables du gouvernement. Parce qu'il n'y a pas d'acte politique ex nihilo. Tout s'enchevêtre et l'événement du jour est la suite logique de l'événement passé et est précurseur de l'événement à venir. C'est là la chronologie des faits politiques. Si vous allez sur le terrain politique, Bédéry, et lorsque j'interroge les motivations d'arrivée de l'actuel chef de l'État au pouvoir, j'entrevois la vengeance. Lorsque je vois les méthodes utilisées pour avoir le pouvoir, je vois la malice, je répète le pouvoir, la ruse et la rage. Et lorsque je vois aujourd'hui la manière dont le chef de l'État met en pratique ce qu'il nous a proposé, et là je cite, sans me redire, même si à l'évidence la répétition est pédagogique, je cite, on n'a pas besoin d'être travailleur, on n'a pas besoin de réaliser à la tête d'un pays pour gagner les élections. Il suffit de ne pas avoir des concurrents de taille, de les éliminer, de les pousser dans leur retranchement, et c'est possible quand on le constate, de les renvoyer en prison, en exil ou dans leur dernier retranchement. Je vois là... Vous allez sur les données politiques. Non. Avant de revenir à ça... Non, nous avons une coupe politique. Okay. La criette est une coupe politique, une coupe de déception dans un système de démocratie libérale en temps de paix est une coupe purement politique. Et les principaux procès, notamment l'affaire de 18 kg de cocaïne pure et l'affaire de ICC Service, apparaissent comme des manchins mis dans les mains des commis de la République qui pensent se situer à l'éternel pour rendre justice, oubliant qu'ils ne sont commis que pour dire le droit, par rapport à une position qui doit tenir compte non seulement des faits que l'on leur présente ou que l'on leur impose, mais de l'évolution politique du pays. Parce que, ne l'oublions pas, quelle que soit la position que nous occupons, momentanément, dans un pays, nous devons nous abstenir de prêter flanc à une situation d'implosion. Nous devons nous abstenir de servir de bras valide à la mise en œuvre d'une politique de destruction avancée de la démocratie qui est mise en berne au Bénin. Nous devons éviter de corroborer des faits qui compromettent, sérieusement l'honorabilité chèrement acquise par le Bénin au prix des luttes au fil du temps par des vaillants. Pour vous dire que nous sommes dans une logique de la négation de l'état de droit qui se poursuit par un régime qui n'a aucune réalisation ou qui ne sait même pas mettre ses petites réalisations en exergue d'eux, qui s'est fait soutenir par des députés qui n'ont pas de bilan. Les députés n'ont pas de bilan. Si des députés béninois doivent chercher à renouveler leur mandat, ou c'est sur la base des réalisations du gouvernement qu'ils supportent, ou si c'est sur la base de leur bilan en tant que député. Ils ne peuvent pas. Donc, pour conclure rapidement à ce niveau, nous avons une cour politique qui connaît de dossiers juridiques, mais hautement politisés, pour empêcher des ténors politiques de prendre part aux jeux démocratiques, aux élections à venir, qui sont déjà perdus par le pouvoir en place. Comment et les gens le savent. Merci Bédéric, mais comment Hugues Sosoupé, ça fait partie des récriminations du départ. Parler de coups politiques, parlant de la criette, c'était les regards que plus d'un Béninois ont eu à poser. Mais on a vu la cour à l'œuvre et on continue de la découvrir à l'œuvre. Sur un second dossier très sulfureux, c'est vrai, mais tire à sa fin, avec des indices qui sont plus ou moins clairs. On voit le procureur dans sa posture et avec des réquisitions comme celles auxquelles on a eu droit. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre encore de poser ce regard sur la criette, parlant de coups qui seraient fortement politiques? Ce n'est pas des réquisitions auxquelles on a droit. Ah bon? C'est des réquisitions préparées à l'avance. Non, mais je vous avais déjà dit ici
que la finalité... Ces réquisitions, est-ce qu'on peut dire que c'est des réquisitions pensées à l'avance qu'on vient juste placader? Lorsque vous démarrez un procès et que déjà dans l'opinion, on conclut à la finalité du procès, et c'est que c'est sûr d'avance, les gens savaient. Moi, j'irai plus loin. L'objectif final, c'était d'empêcher Yahi Boni et le FCBE de se porter candidat aux élections à venir. Ça, les gens le savent. C'est parce que le procès a eu d'autres tournures qu'aujourd'hui, le procureur n'est pas allé plus loin, parce qu'il fallait dire à la fin que les FCBE ont utilisé de l'argent, ont fait du blanchiment d'argent. C'était pas... Vous sentez ça d'où vous... Non, mais écoutez, Joël Yetonji, malheureusement, ce pouvoir en place n'est pas assez fin dans ces pratiques politiques. Et donc, toute décision qui se prend à l'avance est sûre par tous ceux qui les observent et qui analysent au quotidien leurs actions. Mais pourquoi semblez-vous oublier? On a suivi le procureur qui a été clair. Dans ces réquisitions, les principaux concernés écopent de 12 ans quand même d'emprisonnement. Avec des montants là, à 150 millions. Et c'est là où il y a le ridicule. Lorsque vous escroquez à hauteur de plus de 10 milliards, et qu'à la fin on dit de payer une amende de 150 millions, plus 12 ans d'emprisonnement, alors que vous avez déjà épuisé 9 ans d'emprisonnement, vous voyez, on déduit facilement qu'il y avait un objectif de départ. Et l'objectif de départ, c'est ça que le procureur a dit à la fin. Boni Yahi. Moi, je continue de le dire. Je ne suis pas un soutien de Boni Yahi. Je n'ai jamais voté pour Boni Yahi. J'ai combattu Boni Yahi dans certaines de ses décisions. Mais je suis au regret de constater que Patrice Talon, la rupture, ont restauré Boni Yahi. Parce que, qu'ils vous souviennent des commentaires qui étaient faits sur la personne de Boni Yahi quelques jours avant les élections présidentielles de 2016 et juste après. Mais que se passe-t-il, que s'est-il passé pour qu'en moins de 3 ans, Boni Yahi retrouve toutes ses couleurs sur l'échiquier politique national? C'est parce que la rupture et Patrice Talon ont montré leur incompétence à gouverner les hommes et à gouverner le bien public. Mais c'est dommage, Joël Yetonji. Et je le disais tout tantôt que c'était un procès d'opinion. Lorsque vous voulez commencer un procès et que vous alertez le monde entier, et qu'à la fin, on voit ce qu'on a vu, c'est dommage. Et je continue. Si on avait des instituts de sondage et crédibles au Bénin, on aurait fait les sondages du début du procès pour voir quel a été le taux d'audience du début jusqu'à la fin. À un moment donné, les Béninois ont renoncé à suivre ce procès parce qu'ils ont compris que la fin, ce n'était pas de payer les spoliés, mais plutôt de faire des attaques personnelles, d'accabler un homme qui était Boni Yahi. Je reviens en disant, lorsqu'on parle de crédibilité de cette cour, par cette réquisition, le procureur Tobolo remet en doute la crédibilité de cette cour. Parce que nous avions eu ce que le délibéré de cette cour dans l'affaire 18 kg de cocaïne pure. On empêche des avocats d'un accusé de prendre la parole dans un prétoire et on donne un verdict. Vous avez vu ça où? Nulle part au monde. Et c'est la criette au Bénin qui fait ça. Mais dans le cas d'espèce, on n'est pas encore verdict, Hugues Sosoupé. Non, mais la réquisition, on dit non. Non, mais le procureur... Le réquisitoire du procureur, on dit non. Le procureur a fait son réquisitoire. Vous venez si bien de le signifier. Mais cela ne signifie pas que la Cour va forcément le suivre. On peut assister à toute autre chose. Et vous n'y croyez pas? Vous ne voyez pas la Cour aller dans une autre direction tout autre que celle du procureur? Joël Yetonji, oui. Et en dissertation et dans d'autres matières, on dit c'est l'attaque qui permet au correcteur ou à l'évaluateur de voir ce que sera la finalité. La finalité. Donc on a vu l'attaque, on attend. Le procureur spécial ne dira rien d'autre que, en tout cas, c'est mon avis. Oui, Médaille François Gongo, votre avis, c'est quand même important à savoir que jusqu'à présent, on n'a pas encore le verdict. Il s'agit du réquisitoire. Et là-dessus, la Cour peut décider de ne pas suivre le procureur, n'est-ce pas? Et de ce point de vue, est-ce qu'il faut... En tout cas, est-ce qu'il ne faut pas savoir simplement raison garder par rapport à ce réquisitoire du procureur? Vous savez, et ne nous voilons pas la face, nous sommes en face d'un régime qui instrumentalise la justice à des fins basses.
Médéric, Non, non, si des non, hommes de je vous droit, en prie. même si des hommes de Je droit vous en ont prie. dit ce que vous êtes en train de Je dire vous là, en prie. parce qu'il faut les répéter. Je vous en êtes prie. éditorialiste. Je vous en prie. Vous avez suivi beaucoup de faits. Évidemment. Oui. Et j'observe les événements politiques dans ce pays depuis 1989 pour avoir participé aux événements de l'intérieur, pour avoir été de tous les combats. A raison, vous avez su le Je, plateau, Médéric. Mais là, est-ce que vous ne faites pas du suivisme? Je constate avec amertume. Et là, je suis un historien du présent. Je constate, du haut de mes appréciations des différents gouvernements qui se sont succédés, que nous avons un gouvernement qui peine à nous démontrer qu'il est là pour développer le pays. Parce que tout simplement, le gouvernement en place, le gouvernement part de la rupture. Ce n'est plus les 65%, c'est le résidu de 24%. Médéric, ce gouvernement, on parle de crime économique. Écoutez bien, j'en viens. On parle de crime économique, j'en viens. Pour vous dire que nous avons un gouvernement dit du Bénin, révélé, mais qui peine à se révéler, qui démantèle, désarticule tous les acquis. C'est-à-dire le dit, c'est fait preuve d'honnêteté, de patriotisme. Nous voulons tous avoir l'argent, mais nous ne voulons pas participer au partage du gâteau national. Qu'est-ce que les acquis démocratiques viennent faire dans ce dossier? J'en viens exactement à ce que je vous dis, parce que si vous observez les publications qui ont eu lieu tout juste au lendemain de la décision du procureur de la Cour exceptionnellement spéciale, vous allez voir que les journaux propagandistes du pouvoir ont culpabilisé en même temps le président Boniaï. Pour vous dire qu'il n'y aura pas une différence large entre la réquisition et la décision des juges. Parce que, regardez les conditions de la création même de la criette. Regardez les récriminations. La criette n'est pas reconnue par les magistrats. La criette n'est pas reconnue par les avocats. La criette est décriée par la communauté internationale, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans les pays qui se respectent, on devrait ou dissoudre la criette ou s'asseoir à ses activités et revisiter tous les anciens procès. La preuve, c'est que la Cour constitutionnelle, dans sa récente décision, par rapport, je crois, à l'alinéa 2, semblait reconnaître, et là je parle en étant en accord avec vous, puisque dans l'un de votre poste, vous l'aviez dit, que la Cour constitutionnelle ne serait-elle pas en train de donner raison au président du patronat, Sébastien Jammeh Adjavon. Je crois que nous sommes dans un cas simple et clair. Et c'est quoi ce cas? Ou bien, nous avons des gens qui sont mus par des motivations nobles de diriger le pays et qui sont accompagnés par des personnes qui ont une capacité intellectuelle relativement acceptable et qui ont une capacité d'analyse, d'appréciation des faits et d'établissement des solutions alternatives pour mener le Bénin vers là. Parce que le Bénin ne mérite pas ce qu'on lui donne aujourd'hui. On a comme l'impression qu'on a réduit le Bénin à une quincaillerie, à une épicerie où l'on fait valoir les ressentiments, les nervosités, les sentiments. Ceci a quel lien avec le procès en cours? Ce que je vous dis, le procès là, on n'en a pas besoin. Le Bénin a besoin de quoi aujourd'hui? Le Bénin a besoin de manger. Ceux qu'on a cassés et qui ne peuvent même pas payer la deuxième tranche ou la troisième tranche pour les enfants à l'école, qui n'ont pas pu fêter, qui ont de la peine à mener les enfants à l'école, c'est de cela qu'on a besoin. Médéric, le gouvernement en est conscient, c'est pourquoi il y a le volet social qui est en train d'être développé, Médéric François Bongo. Et c'est pour cela qu'on a élu le gouvernement de la rupture à 65%. Et il faut combattre le crime économique. Quel est le crime économique? Qui sont ceux qui ont gagné le crime économique? Qu'est-ce que vous voulez que je parle? Ah mais vous êtes là pour ça. Le procès, c'est pour décourager les crimes économiques, Médéric François Bongo. Le procès a eu lieu depuis 8 et 9 ans. Les gens qui ont déposé le sou, pour la plupart, n'arrivent même plus à le dire. On réussit à penser leur plaie. Les gens qui ont été arrêtés, pour la plupart, ont reconnu le fait. Ceux qui sont sortis, sont sortis. Mais on nous ramène ce procès où? Pendant qu'au même moment, on dit non lieu pour le procès de l'eau. PPA2, le procès là sur lequel il y a poussé un rapport d'une grande commission internationale reconnue. Le cabinet Kroll, je crois. Et pourtant, nous avons l'affaire machine agricole.
celui qui criait sur cette affaire, qui est devenu président du COSLEPI, père extraordinaire. Mais Derrick, c'est très important de le dire, pour démontrer que, la criette, même si elle est légale, elle n'est pas légitime. Quand vous voyez au Venezuela, Maduro est légal. Mais qui est le président légitime? C'est le président de l'Assemblée nationale. Mais tant que nous aurons un peuple passif, complice, à la limite, défaitiste, comme le peuple béninois, c'est normal que ce qui nous arrive, nous arrive. Dans d'autres pays, Merci, Médéric François Gogo. Comment ce que je veux dire, oui, dites rapidement. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je vous pose une question, vous n'avez pas répondu à la question. J'ai bien répondu. Non, je dis, mais on est dans un procès, tout de même. Et il y a une plaidoirie. Le réquisitoire qui a suivi, le réquisitoire du procureur, la Cour peut ne pas le suivre, n'est-ce pas? Je vous ai démontré quelque chose, que les journaux propagandistes ont culpabilisé déjà le président Boniaï. Et cela oblige la Cour. Lorsqu'on a ça, oui. On l'a observé durant tout le temps. On l'a observé pour Ata Orenro, on l'a observé pour Adjavon, on l'a observé pour donc, tous les dossiers. Immarquablement. On l'a observé pour Métoyon, où on annonce les faits, sans qu'il y ait des preuves. On instrumentalise la police dite républicaine pour arrêter des personnalités ou des personnes, ce qui pèse des soupçons, même lourds. On met la presse propagandiste devant pour culpabiliser les gens et on amène la justice à parachever la manœuvre pour envoyer les gens à l'exil, les emprisonner politiquement ou les détruire économiquement et financièrement. Nous sommes dans cet état de choses. Et le dire, c'est aimer le président de la République. Parce que nous supposons que si Dieu a voulu qu'il soit là, c'est qu'il ne peut pas faire ça au peuple et qu'il n'en est pas responsable. Nous avons l'obligation morale et physique d'attirer son attention. Comme le disait Albert Londres, d'utiliser notre écritoire, d'utiliser nos micros, d'utiliser nos nagrets, nos caméras, pour remuer le couteau dans la plaie, jusqu'à ce que cette plaie le saigne et qu'on le sache de quoi il est question. Mais malheureusement, et j'en finirai pour laisser mon vis-à-vis parler, nous sommes dans un pays de défaitistes, de personnes qui préfèrent dire « Mais toi, tu parles trop. Tu prends la défense du peuple. Mais tais-toi et mange. » C'est ça, on nous dit partout. De quel peuple nous avons? De ce gouvernement, nous avons. En tout cas, les faits sont là, ceux qui nous réunissent aujourd'hui. Il s'agit d'un procès qui vise à combattre les crimes économiques. Et là-dessus, le gouvernement voudrait bien que chaque citoyen apporte sa contribution afin de décourager de ces pratiques. Ce qui va se passer dans les tout prochains jours en attendant le verdict, mesdames, messieurs, pour revenir sur ce plateau, quitte peut-être à donner raison à nos débatteurs du jour ou pas, on suit cela de très près pour vous, mais un procès grandeur nature, celui-là aussi risque de suivre. Il s'agit d'une probable comparution parce que là, ça risque d'être plus complexe de l'ancien chef de l'État avec certains de ses ministres. Comment Hugues Sosoupé, ceci intervient manifestement, et vous l'avez souligné aussi, dans un contexte donné. Mais pour les crimes, il n'y a pas de contexte. Le contexte actuel est celui des élections législatives. Pour ce qui s'annonce là, comment cela risque-t-il de se présenter? Pour le chroniqueur. Je vais dire pour le chroniqueur, c'est que les Béninois savent ce qu'ils ont à faire. Et je suis au regret de le dire une fois encore, ces Béninois qui ont été spoliés, qui ont été grugés, disent ceci, que j'ai entendu, moi, dans l'espace que je pratique le plus, qui est l'espace des réseaux sociaux, des médias sociaux, des nouveaux médias, c'est notre agent. Il est parti. Nous n'en avons plus besoin. Yaïbouni ne nous a pas cassé. Yaïbouni, peut-être sous Yaïbouni, on a été spoliés. Mais nous avions nos affaires qui nous permettaient de retrouver, de gagner à nouveau de l'argent. Mieux. C'est la réflexion des populations. C'est la réflexion de bon nombre de populations. Mais voyez ce qui se passe quand Yaïbouni descend sur le terrain. Si l'objectif tant attendu, c'est d'empêcher Boni Yahi de gagner les prochaines élections législatives, mais je suis au regret d'annoncer que, à l'heure où nous parlons, et selon mes analyses, les FCVE sont en phase d'avoir les 10%, plus que tout le monde. Je pourrais même dire que c'est le premier parti de l'opposition aujourd'hui qui pourrait avoir les 10%. Ensuite, les autres. Parce que lorsque vous allez devant un peuple, il faut présenter un bilan. Sur quelle base les différents blocs du pouvoir, de la mouvance, veulent aller convaincre les populations? De quoi veulent-ils aller parler aux populations? Mais Boni Yahi, les populations ont gardé de lui
le papa bonheur, l'homme social, il n'annonce pas le social, il fait dans du social. Il a fait dans du social. Mais quand les gens veulent mettre le bilan social de Boni Yayi sur le coup d'une dépense et des fonds publics non justifiés, je dis non. Un État a ses propres modes de gestion. On ne gouverne pas un État comme on gouverne une entreprise. Ah oui. Parce que on gouverne le Bénin comme une entreprise. C'est sûr, mais là aussi, est-ce qu'il ne faut pas faire la part des choses? Pour ce qui s'annonce, une poursuite probable contre... Je vais continuer en disant ceci. Oui. Malheureusement, le verdict final de ce procès, qu'on attend, oui. Et le résultat du juge prononcé hier, nous montre déjà ce que les gouvernants d'aujourd'hui auraient fait si c'était eux qui avaient été confrontés à ce dossier. Ils auraient laissé le peuple à lui-même. Comment ça? Mais Boni Yayi était un président de la République. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, écoutez-moi. C'était un président de la République. Et en tant que tel, il avait pris sur lui la responsabilité d'aider la population à trouver des solutions au problème. Il ne pouvait pas se taire. Lorsque vous êtes à la tête d'un État, vous avez des responsabilités. C'est pour trouver les solutions que le procès est là. Non. Maintenant, de quoi accuse-t-on Boni Yayi? Quand à la fin, on dit qu'il a été complice co-auteur, ça veut dire que s'ils étaient là, ils allaient laisser les gens mourir sans aller au secours. Boni Yayi a voulu aller au secours des populations. On doit rembourser les spoliés. Non seulement si c'était sous le gouvernement de la rupture, les spoliés n'auraient pas été remboursés. Les patrons de cette affaire n'auraient pas été arrêtés. Au contraire, ils auraient trouvé un terrain d'attente avec eux et ramassé le reste de l'argent et en faire autre chose. Parce qu'ils diraient que ça n'existe nulle part. Mais est-ce qu'il faut encourager, encourager la quête du gain facile? Non, mais la quête du gain facile, c'est des deux côtés. Les populations, elles en sont responsables autant que ceux qui ont monté cette affaire. Mais là où je dis, moi je dédouane complètement l'État béninois et Boni Yayi, ils n'ont pas eu d'agrément. Et lorsque vous écoutez les avocats hier, l'État n'a pas donné d'agrément, mais de quoi veut-on accuser Boni Yayi? Tout le monde peut monter une photo d'un président de la République avec n'importe qui et mettre ça dans son salon. Non, attention. Même si c'est vrai ce que vous dites, c'est aussi vrai qu'il n'y a pas eu que des photos. On a vu le chef de l'État recevoir des gens, mais c'est vrai que le lien n'est pas établi, qu'il accorde, mais il a reçu des gens. Si ce n'est pas ceux-là qui disent qu'ils ont été reçus par le chef de l'État, et dans ce procès où aujourd'hui on veut accuser Boni Yayi, on ne lui a même pas laissé le temps de se défendre. Alors la poursuite du chef de l'État dans ce dossier commence à... Cette poursuite sera très compliquée parce que, je ne dis pas qu'elle sera impossible, elle sera compliquée parce qu'il y a une procédure spéciale de poursuite d'un ancien chef d'État au Bénin et de ministres. Donc, je pense que c'est l'article 12 de la Constitution qui le dit. Et nous allons voir dans les jours à venir. Mais si on doit rester dans la logique de ce qu'on voit depuis 3 ans, elle peut être actée, cette poursuite. Elle peut être actée pour les raisons que vous savez. Nous sommes à la veille d'une élection législative, et notamment la 8e législature. Nous sommes à la veille d'une élection législative et nous voyons déjà sur le terrain et qui en avance sur qui. Ah bon? Dans un procès, lorsqu'on est... Je reviens sur les faits. Le procès est en cours, où chaque jour, la presse propagandiste accuse Boni Yayi, où les commentaires sur les réseaux sociaux des représentants du pouvoir accusent Boni Yayi à Boni Yayi. Mais quand Boni Yayi descend sur le terrain, on assiste à autre chose. Je ne dirais pas que c'est carte blanche, mais Yayi Boni, déjà, c'est un ancien chef d'État, c'est vrai, quand il arrive quelque part, ça suscite de l'intérêt, ça suscite, les gens ont envie de le revoir. Mais au-delà de ça, c'est l'organisation qu'il y a autour. Mais François Gogo, oui, la question, elle est celle-là. Voilà une poursuite qui pourrait être à l'encontre du chef de l'État. Le procureur l'a dit clairement. Dans les tout prochains jours, on pourrait y assister. Comment la démarche va-t-elle se présenter et à quoi pourrait-on assister? Vous savez, on ne rend pas la justice sans tenir compte du contexte sociopolitique d'un pays. Toujours. Le chef de l'État est garant de l'unité nationale. Et lorsque nous avons suivi les commentaires d'hier jusqu'à aujourd'hui, nous voyons cette unité nationale fortement menacée. Pourquoi? Menacée parce qu'on parle de poursuite? Écoutez, non. Vous savez,
On sait qu'il y a une guéguerre entre l'actuel chef de l'État et l'ancien chef de l'État. On sait qu'il y a eu des tentatives d'assassinat et d'empoisonnement. Donc on sait qu'entre les deux personnalités, loin d'être la lune de miel, ce n'est pas du tout la petite entente. Je ne dirais pas la lune de fuel. On sait tout ça, mais lorsque on voit un gouvernement en place qui a passé tout son temps à ouvrir des fronts de lutte inutiles au lieu de donner à manger au peuple, qui a passé tout son temps à brader le patrimoine national. Non, mais je veux y aller. Laissez-moi aller au bout de ma logique. Oui, mais faites attention. Tous les secteurs porteurs du pays ont été bradés. Qu'est-ce que vous appelez brader? Le coton. Attention. Le coton est pris en otage. La chose de quoi gérer comme on veut. Les parts de l'État ne sont pas respectées. Les preuves n'ont jamais été données, ni au niveau du journal officiel, ni au niveau de la pièce, que le chef de l'État s'est réellement désengagé de ces sociétés. Ces sociétés continuent d'opérer et ont des privilèges, des exonérations sur les activités d'arrivée d'intrants au niveau de la poursuite Attendez, si vous voulez, je vais vous en citer plein. Non, poursuite Boniaï. Donc, on est dans cette logique où il n'y a pas de bilan, ni au niveau de l'exécutif, ni au niveau des députés qui soutiennent les actions du gouvernement, où la tension sociale est vive, où depuis le renouveau démocratique, on n'a jamais eu autant d'exilés, on n'a jamais eu autant d'emprisonnés politiques, on n'a jamais eu le règne de la psychose et de la peur. Il y a un début à tout, Médéric François. Je vous en prie, s'il y a un début à tout, ça doit être de bonnes choses. Nous avons constaté des tentatives de fraude. Regardez tout le combat qu'on a eu pour le contrôle des structures en charge des élections. Regardez tout le combat qu'on a eu au niveau des lois. Les lois sur le système partisan et le code électoral biaisé, traficoté. Regardez tout le combat qu'on a aujourd'hui pour qu'on mette à l'écart les véritables challengers. Ben, pourtant, le chef nous a dit qu'il est un compétiteur né. Mais nous constatons là qu'il n'aime pas la compétition. Sinon, recentrons le débat. Oublions la criette. Oublions la criette. Mais comment pouvez-vous dire... Parce que quelle que soit la dirigeante de la criette, tout comme le président du patronat a été au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, d'autres institutions seront saisies et le Bénin sera mis en débat de respecter. La CEDEAO a été déjà saisie, l'UEMOA a été déjà saisi. De l'ambiance conflictuelle, de tentatives d'invalidation de listes de certains candidats. On a parlé, on dit qu'on a créé au sein de l'opposition des opposants de fait, dont on va homologuer des listes, et des mouvanciers qui vont tenter de nous dire qu'ils vont seuls, mais qu'on va annuler aussi ensemble avec des opposants pour homologuer. Vous comprenez un peu? Donc il y a un méli-mélo. Au lieu de travailler à convaincre le peuple, même sur la base des petites, il y a des réalisations. Regardez, on a pris une décision la fois dernière au niveau de Womé pour sauver près de 3000 personnes. Combien de communicateurs du gouvernement en parlent? Parce que là, on ne va pas tricher, on ne va pas faire des fausses factures, on ne va pas prendre l'argent du contribuable pour meurtrir le peuple, pour mentir, pour intoxiquer. Et ça, on appelle ça des communicateurs et des journalistes. Et ça, on dit que c'est ceux-là qui conseillent le chef de l'État. Le président de la République que nous avons élu, je pense qu'il ne mérite pas le sort qu'on lui réserve là. Il n'a pas besoin de cette campagne de triche et de fraude. Parce que les mouvanciers nous le disent. Et Goulomina Djangodo. Si plein d'utilisateurs ne comprennent pas, c'est des incantations. Quel que soit ce qui va se passer, nous sommes prêts à tricher pour gagner. Oh ben, les gens ne fonctionnent que dans cette logique. Ne dites pas des choses que vous inventez là. Je vous en prie, je n'invente rien. J'ai été sur le terrain tous ces derniers moments. Les gens ne m'ont jamais vu dans la salle. Moi, je rentre dans la foule et j'en entends. Je rentre dans la foule, je porte du rayon, je rentre dans la foule. Moi, je suis un journaliste complet, n'en déplaise à ceux qui pensent qu'on peut tout faire et ne cherchent que de l'argent. Donc vous voulez dire que ce n'est pas une piste à scruter maintenant. Elle n'est pas opportune. Aujourd'hui, oui. Les mouvanciers sont gagnés par la trouille de perdre. Empêtrés dans leurs difficultés intestines et dans leurs querelles de clocher au niveau des blocs, les soutiens de Patrice Talon, les plus éclairés au vent, le président Nago, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Dikola Olom l'a dit. Certains, le président Moussou, certains me l'ont dit hier, ont commencé par dire qu'ils ne veulent plus aller aux élections. Les gens ont compris que ceux pour qui ils ont pris fait cause, ceux-là ont échoué. Non seulement ils ont échoué, mais ils ont enfoncé le pays dans l'abîme. Sur le plan de la démocratie, sur le plan de la justice, sur le plan de la police, sur le plan, bref, de tout ce qu'on avait comme acquis. Et donc, pour dire, en résumé,
que la criette est illégitime, ces décisions ne passeront que le moment où les seigneurs, les prédateurs du pays sont en place. Le peuple, dans une grande mesure, a déjà fait son choix pour les législatives. Bon, on n'y est Et pas, que on n'y est même pas si des gens encore. comme Yahi, des gens comme Diavon, des gens comme Léos, des gens comme tous ceux-là qu'on a envoyés en exil, les mecs qui sont en prison, tant qu'ils ne seront pas condamnés, même s'ils vont sur la liste d'une mouche, les Béninois vont les choisir. Le combat n'est pas là. Le combat est sur le terrain, au niveau du débat d'idées, au niveau de présentation de projets de législature. Oui, en attendant de revenir sur ces questions, quand la campagne sera vraiment là, mais comme on a eu... On est déjà dans la campagne. Quand on suit Médéric François Gongo à croire que ce dossier, il vaut mieux le reporter sine die. Joyeux ton dit, il ne s'agit pas de... Mais pourtant, c'est un moi, dossier... je suis convaincu d'une chose. Oui. Malheureusement, ces différents dossiers montrent aux Béninois chaque jour qu'ils ont fait confiance à des incompétents. Des gens qui, en fait, ont vendu du vent pour arriver au pouvoir, qui n'avaient pas de projet et qui sont venus au pouvoir pour se rendre compte qu'il est difficile d'être chef d'État et qu'on ne peut pas être chef d'État sans avoir un projet cohérent et sans être en phase avec le peuple. Ils apprennent le job une fois en place et ils ne peuvent que fonctionner de cette manière. En 2006, je pense qu'au bout de 6 mois, Boni Yaya a fait oublier Mathieu Kérékou au grand nombre des Béninois. Mais que s'est-il passé? Que se passe-t-il sans que Mathieu Kérékou ne soit décrié par le peuple? Boni Yaya a réussi à faire oublier aux Béninois Mathieu Kérékou en 6 mois de gouvernance. Mais au Bénin, Boni Yaya, un chef d'État qui était au rouge dans les sondages, dont personne ne voulait plus entendre parler, après 3 ans, Patrice Talon ne réussit pas à le faire oublier. Mieux, c'est ce Boni Yaya qui anime plus que jamais l'opposition à Patrice Talon et qui trouve des gens proches de Patrice Talon pour l'aduler. Ça veut dire quoi? Patrice Talon a échoué. Il a restauré Boni Yaya, quelqu'un dont personne ne voulait plus entendre parler. Mais si Boni Yaya peut aujourd'hui faire tout ce qu'il fait, c'est parce que Patrice Talon s'est éloigné de la volonté du peuple. Parce que les Béninois ont choisi Patrice Talon sur la base, parce qu'ils attendaient quelque chose. Même si on dit que les Béninois votent pour des humains, des êtres, des personnes, et non pour des projets, mais les Béninois attendaient de lui et qui viennent les aider à sortir des problèmes et quotidiens. Les gens sont fatigués et ils vous appellent pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes, mais vous venez pour en créer plus. Alors que la justice écoute Boni Yaya, La justice, n'est-ce pas là aussi une attente du peuple? Vous savez. Ne pensez-vous pas que le peuple en voudra pour mieux comprendre ce dossier? Moi, je ne sais pas quelle est l'importance pour le peuple que la justice écoute Boni Yaya. Mais je dis, moi, je suis citoyen, je respecte les décisions de justice et je respecte l'état de droit. C'est ceux qui sont là aujourd'hui qui ne respectent pas l'état de droit et la décision de justice, les décisions de justice et les décisions de la Cour constitutionnelle. Vous savez de quoi je parle. Et je voudrais dire ceci. S'ils sont courageux, qu'ils peuvent enclencher la procédure, je parle bien de courage, de poursuite de Boni Yaya, ils n'ont qu'à le faire. Ils auront des répliques. La conséquence dans l'opinion va se faire sentir. Je voudrais dire une chose peut-être pour finir. Oui, ça va être pour conclure cette émission, allez-y. Patrice Talon doit se débarrasser des mercenaires qui l'entourent. Qu'est-ce que vous dites là? Oui. Qui appelez-vous mercenaires? Des mercenaires intellectuels. Des mercenaires intellectuels qui l'entourent et qui n'ont jamais fait l'expérience de la gouvernance publique. Il n'a qu'à s'en débarrasser et se rapprocher de personnes crédibles qui peuvent lui dire comment on gouverne un pays. Un pays démocratique comme le Bénin. J'ai dit sur plusieurs plateaux. À l'heure où nous sommes, le Bénin a besoin de développement économique. On a réglé tous les autres problèmes. On n'y est pas. Développement économique. Quel développement économique on a? Mais les prêts. Aujourd'hui, quel est le pouvoir d'achat? Quel prêt? On y revient, le temps est complètement parti. Médéric, oui, on nous accorde exceptionnellement 15 secondes pour conclure. Un tout petit mot. Nous ne parlons pas pour mettre en cause l'honorabilité du chef de l'État. Loin s'en faut. Il est le premier des Béninois, le respectable chef de l'État. Mais nous avons l'obligation morale et physique de prendre date avec les faits du présent pour que dans un futur proche, dans une logique de comparaison, on nous trouve raison. Le chef de l'État est très mal entouré. Le chef de l'État doit savoir qu'on peut être chef de l'État. On l'a vu avec Trump, on l'a vu avec Macron, avec le phénomène des gilets jaunes.
On peut être chef de l'État et reconnaître qu'on a échoué. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Merci, Médéric François Gongo. Et là, depuis 3 ans, merci. Nous ne voyons pas là où le chef de l'État a réussi. Merci, Médéric François Gongo. Merci à vous, comment Hugues Sosoupé, chers téléspectateurs. Merci aussi pour votre contribution, à votre façon, à l'animation de chaque émission. 100% Bénin, on s'en arrête là, quitte à se retrouver demain. Ce procès, on le suit de près pour vous. D'autres plateaux seront sans doute animé pour comprendre un peu plus et apprécier la portée de l'issue, le verdict qui sortira de ce procès. On se quitte sur cette citation de Léonard de Vinci: nul conseil n'est plus loyal que celui qui se donne sur un navire en péril. Merci d'être des nôtres. À très bientôt.